Bonjour et bienvenue au rendez-vous Phytoaroma, une série qui donne une voix à la nature et qui permet de prendre conscience du rôle important que nous jouons dans le soutien de notre santé. Mieux s'informer pour mieux s'engager. Je suis Sonia Blondeau, aromathérapeute, auteure, conférencière et créatrice de l'approche ludique Les molécules amusantes, qui vulgarise et rend plus accessible la compréhension des huiles essentielles et de leurs molécules thérapeutiques. Ces rendez-vous sont rendus possibles grâce à la collaboration de Dominique Paradis, phytothérapeute et fondateur de Biolistics, une école de formation engagée qui propose des formations en santé globale basées sur les fondements solides de connaissances en naturopathie, en homéopathie et en aromathérapie, qui permettent de faire des choix responsables et d'ouvrir la voie vers une santé optimale. Les rendez-vous Phyto-Aroma pour donner une voix à la nature. Bonjour à tous et bienvenue à un moment exceptionnel, une capsule Phyto-Aroma. Mon nom est Dominique Paradis, c'est un pur bonheur de vous accueillir et je suis en compagnie de Madame Sonia Blondeau. Bonjour Sonia. Bonjour Dominique. Un pur bonheur que de t'accueillir, Sonia. Et encore une fois, Docteur Martina, bienvenue avec nous encore une fois aujourd'hui. Bonjour Dominique. Vous devez savoir que Docteur Laure Martina est médecin anesthésiste réanimateur. Elle est aussi experte en phytoaromathérapie et micronutrition. Elle est cofondatrice de Bioma, centre de médecine esthétique et intégrative située à Anglet dans le sud-ouest de la France. Elle est également auteure de livres, vidéos et articles sur les thèmes de la santé naturelle. Elle est membre du panel d'experts de Doctissimo, du comité scientifique de la revue Top Santé et Phytothérapie européenne et enseignante universitaire en phytoaromathérapie. Elle est l'auteure de l'ouvrage Immunité, maladies infectieuses et convalescence, renforcer sa santé naturellement, paru aux éditions Quintessence. Nous allons, encore une fois, assurément, avoir un rendez-vous Phyto-Aroma de grand niveau. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Dominique. Bonjour Docteur Martina, c'est encore une fois un plaisir que de vous avoir avec nous aujourd'hui. Nous allons parler aujourd'hui d'huiles essentielles qui sont riches en molécules de la famille des sesquiterpénols. Alors, on a appris dans nos vidéos précédentes que ce sont des molécules qui sont très souvent circulatoires, qu'elles ont une affinité particulière pour le système veineux et lymphatique et qu'elles vont très souvent avec leurs propriétés super puissantes, parce que ce sont nos super-héros, nos sesquiterpénols, alors avec leurs propriétés stimulantes d'une fonction ou d'un organe du corps humain. Donc, j'aimerais savoir, Docteur Martina, à quel moment ou dans quelles circonstances vous utilisez ces huiles essentielles riches en molécules de la famille des sesquiterpénols, peut-être dans des problématiques anti-inflammatoires ou pour stimuler, par exemple, le système immunitaire ou quelque autre système. Pouvez-vous nous parler un petit peu de cet usage de ces molécules de la famille des sesquiterpénols? Oui, Sonia, je vous remercie. Alors, les sesquiterpénols, c'est vrai que leur fonction, j'ai envie de dire presque de base, mais dans le bon sens du terme, c'est le côté circulatoire. Et ça, c'est vrai que ce sont des huiles essentielles qui sont très intéressantes parce qu'on va vraiment pouvoir travailler sur cette composante circulatoire, veineuse, lymphatique, artérielle, par exemple, microcirculatoire. Donc là, elles sont vraiment pertinentes et on a une réelle efficacité à les utiliser. Et donc, on obtient un réel soulagement chez nos patients et les personnes qui sont amenées à les utiliser pour ces problématiques-là. Et après, comme vous l'avez très bien dit, ce sont nos super-héros. Et on en a certaines qui ont une affinité un peu plus particulière pour un système, un organe. Et donc, on va avoir tout intérêt à se tourner vers elles parce que là encore, on sera d'une très grande efficacité. On pourra vraiment cibler la problématique. Et ce sera donc très, très intéressant pour nos patients d'avoir cette approche vraiment personnalisée et adaptée à la problématique qu'ils nous présentent. Alors, pouvez-vous nous parler, par exemple, de l'huile essentielle de... en fait, j'ai deux huiles essentielles en tête présentement. L'huile essentielle de cyprès toujours vert et l'huile essentielle du cèdre de l'Atlas. Ce sont deux huiles essentielles qui sont très très efficaces à visée tonique circulatoire.
c'est vraiment 2 huiles essentielles qu'on va utiliser de façon quasi systématique dans les problématiques de circulation veineuse, voire même artérielle, un peu plus pour notre cèdre de l'Atlas. Et notre cyprès toujours vert, il a vraiment un tropisme pour le système veineux. Donc dès l'instant où on a une situation, par exemple, de femmes, parce que ce sont très souvent les femmes, mais pas que, hein, il y a les hommes aussi en fonction des facteurs de risque, par exemple, un peu professionnels parfois. Mais la femme, de par l'imprégnation hormonale, le jeu des œstrogènes, la progestérone, etc., elle est quand même plus souvent sensible à la problématique d'insuffisance veineuse. Et donc, on va pouvoir travailler sur l'insuffisance veineuse et la congestion, les phénomènes de congestion. Hein, ce sont des patients qui, à la fin de la journée, vous disent j'ai les jambes qui sont vraiment lourdes. Moi, j'ai le son de patiente qui me disait j'ai l'impression que mes jambes, c'est comme des poteaux, là, je me les traîne à la fin de la journée. Il y avait des facteurs favorisants, parce qu'elle avait un métier où elle était tout le temps debout, elle piétinait, etc. Donc, c'est vrai que tout ça, ce sont des situations qui sont délétères pour notre système veineux, pour le système lymphatique, des chaussures qui ne sont pas forcément adaptées, des talons, des vêtements qui ne sont pas adaptés non plus, par exemple des pantalons qui sont très serrés, etc. Donc c'est vrai qu'avec ces huiles essentielles-là, on va vraiment pouvoir travailler sur l'insuffisance veineuse, sur la congestion veineuse et lymphatique, et on va pouvoir allier à la fois l'effet de nos huiles essentielles grâce à leur richesse en sesquiterpénol. On va vraiment avoir une action très ciblée sur le système veineux, sur le système lymphatique. Et en plus, des huiles essentielles qu'on va utiliser en application cutanée, donc avec un massage finalement, et on va avoir toute une gestuelle à apprendre aux patients, à la personne qui va les utiliser. Ça semble presque tout bête, mais c'est quelque chose de très important à faire quand on a une problématique d'insuffisance veineuse, par exemple, donc avec une sensation de jambes lourdes, mettons, en fin de journée, quelqu'un qui travaille debout. J'en reviens aux hommes aussi, c'est très fréquent, par exemple, chez les boulangers, parce qu'ils travaillent debout, ils piétinent, et en plus, il y a les fours qui sont très souvent à hauteur des jambes. Donc, on a ce phénomène de chaleur récurrent de plusieurs heures qui fragilise le système veineux. Et donc là, on va aller travailler avec nos huiles essentielles, par exemple, notre cyprès toujours vert, en application locale. Et donc, on va l'appliquer dans le sens du retour veineux. Donc, le massage, il va falloir éduquer, apprendre à la personne qui va l'utiliser à la façon dont on va l'appliquer. On part des orteils et on remonte jusqu'à la racine de la cuisse, par exemple, et on ne fait pas dans l'autre sens. Pourquoi ? Parce qu'on fait ça dans le sens du retour veineux. Donc, c'est toujours intéressant d'allier à la fois les caractéristiques chimiques, les propriétés en lien avec les molécules, avec un complément de soins, si je puis dire, qui tient dans la technique d'utilisation, et là, en l'occurrence, dans le massage, par exemple, qui doit être fait d'une certaine manière. Est-ce que, dans le cas du patchouli, qui est aussi très riche en molécules de la famille des sesquiterpénols, est-ce que c'est une huile essentielle qui a une pertinence dans ce genre de problématique également? Oui, alors le patchouli, il a une petite particularité, c'est qu'il est très, très tonifiant. En tout cas, par expérience, je trouve qu'il est très tonifiant. Donc moi, je le trouve très pertinent à l'usage quand on a, par exemple, une personne qui souffre d'une problématique d'insuffisance veineuse avec un effet de jambe lourde et qui vous dit clairement, moi, j'en ai plein les jambes. Voilà, il y a une sorte un petit peu de fatigue associée, voire même un petit peu de ras-le-bol, si je puis dire. Et donc là, vraiment, on va pouvoir travailler avec le patchouli, qui, comme vous l'avez très bien dit, Sonia, est quand même très riche en sesquiterpénol avec notre patchoulol. Et donc vraiment, on va pouvoir travailler à la fois sur la composante veineuse, mais aussi tonifiante, certes circulatoire, mais un petit peu plus générale. Il ne faut pas oublier que le patchouli, c'est toujours, mais c'était aussi par le passé très utilisé par l'industrie du parfum. Et c'était une fragrance qui était utilisée à visée un petit peu fixatrice, qui persiste. Vous voyez, donc en olfactothérapie aussi, quand on va l'utiliser, ça va être pour l'affirmation de soi, s'ancrer aussi, persister quelque part. Et donc la personne qui vous dit, moi j'en peux plus, je suis fatiguée, j'en ai plein les jambes, voilà, qui quelque part se laisse un petit peu aller, c'est une image que je vais dire, mais un peu qui dit, j'ai presque l'impression que je deviens un peu transparente, je suis fatiguée, j'en ai plein les jambes, j'en peux plus, etc. Et bien là, on va pouvoir travailler avec le patchouli, à la fois sur notre composante
veineuse, véno-lymphatique, mais aussi un petit peu sur le caractère, si je puis dire, l'affirmation de soi. Alors encore une fois, j'insiste toujours, on en a déjà parlé, il faut que la fragrance plaise. Si ça rebute la personne, il est évidemment hors de question d'utiliser, c'est absolument pas le propos. Mais si jamais la personne adhère, là vraiment, on va pouvoir avoir un travail en profondeur et surtout une approche un petit peu globale de la prise en charge de la personne. Et ça, c'est très intéressant d'avoir ça en tête, finalement, cette petite particularité avec l'huile essentielle de patchouli, par exemple. C'est intéressant de voir la différence, dans quelles circonstances vous les utilisez plutôt qu'une, vous allez favoriser une huile essentielle plutôt qu'une autre. C'est vraiment bien. Au niveau du genévrier de Virginie, par exemple. Oui, le genévrier de Virginie, il est très intéressant parce qu'on va avoir vraiment un très bel équilibre entre nos sesquiterpènes et nos sesquiterpénols. Donc, nos sesquiterpènes, ils vont finalement venir un petit peu tempérer le côté très tonifiant de nos sesquiterpénols. Et alors là, c'est ça qui est quand même très très intéressant parce qu'on va vraiment avoir cette balance, cet équilibre qu'on va pouvoir vraiment appliquer à la personne. Évidemment, dans la problématique d'insuffisance veineuse, insuffisance véno-lymphatique, avec cet effet tonifiant circulatoire, mais aussi finalement rééquilibrant global. Et ça, c'est très intéressant. C'est quelque chose qu'on peut faire avec le genévrier de Virginie et qui finalement une huile essentielle qui est peu connue parce que dans la tête, dès qu'on parle de genévrier, les gens associent le genévrier, le mot, au genévrier commun, alors que là, pas du tout. On a une composition quand même qui est complètement différente, avec des applications qui sont différentes, une sécurité d'emploi ou une innocuité, une toxicité, on en avait déjà parlé, Dominique, qui est différente, avec notre genévrier commun où il faut faire attention sur les problématiques d'insuffisance rénale, par exemple, de pathologie rénale. Il faut être quand même très précautionneux avec notre genévrier commun, ce qui n'est pas le cas avec notre genévrier de Virginie, puisqu'on a une composition qui est quand même différente, avec des applications qui sont différentes. Donc c'est peut-être là le moment de faire un petit aparté sur attention, la dénomination. Ça c'est quelque chose qui vous tient à cœur, Dominique, on a déjà parlé de la toxicité. Absolument. Voilà, donc vraiment dans la dénomination, ne pas se limiter finalement au genévrier, il faut aller un petit peu plus loin. Alors c'est vrai que nous, tous les trois, en tant qu'experts et spécialistes, si on le dit une fois, après on sait de quoi on parle, mais c'est pas toujours le cas. Par expérience, moi je suis enseignante aussi, les étudiants se mélangent très facilement. On parle du genévrier, ils sont perdus, lequel commun de Virginie, etc. Les lavandes, c'est pareil, voilà. Et ça, c'est quelque chose aussi à laquelle il faut s'astreindre, être assez précis dans la façon dont on parle, dont on s'exprime, pour être bien sûr que le message qu'on transmet soit bien perçu par la personne qu'on a en face de nous, mais de façon correcte, c'est-à-dire qu'on parle bien de la même chose, de la même huile essentielle finalement. D'un côté d'application, Dr Martina, j'ai une curiosité. Lorsque vous amenez l'idée auprès de vos patients d'utiliser certaines huiles essentielles pour différentes raisons, de façon générale, comment est-ce que c'est accueilli? Alors, il y a deux catégories de patients, on va dire. D'abord, il y a les patients qui, de base, de fait, viennent avec l'idée de repartir avec une recommandation de phytothérapie, d'aromathérapie, de micronutrition, voilà. Donc ça, ce sont des patients finalement ou des personnes qui sont demandeurs, qui souhaitent ce type d'approche, soit parce qu'ils connaissent et qui maîtrisent un petit peu parce qu'ils sont déjà intéressés. Alors, ils ont uniquement les bases, on va dire. Soit ils ne connaissent pas forcément, c'est-à-dire ils connaissent simplement, ils savent ce que c'est globalement l'aromathérapie, ils savent à peu près ce que c'est les huiles essentielles, ils savent que ça peut être pertinent dans certaines indications, ils ne les maîtrisent pas du tout, donc ils sont, entre guillemets, incapables de les utiliser par eux-mêmes, et ils viennent chercher les recommandations d'un expert, quelqu'un qui connaît, avec la balance bénéfice-risque adéquate, et comme on le disait tout à l'heure, une sécurité aussi, l'absence de toxicité, les mises en garde, etc. Donc ça, c'est voilà le premier type. Après, on a des personnes qui ne connaissent pas du tout, à qui on peut être amené à proposer ça, et ces approches-là, l'aromathérapie, les huiles essentielles, et là, globalement, on va avoir deux types d'accueil, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui vont être ouvertes à ce genre d'approche complémentaire, qui ne connaissent pas du tout, mais qui se disent, écoutez, pourquoi pas, oui, je veux bien essayer.
Et après, on a celles qui sont clairement réfractaires, c'est-à-dire qui ne souhaitent absolument pas essayer, qui ne jurent que par le médicament allopathique classique et qui n'ont pas du tout envie d'utiliser ce type d'approche. Moi, ce que j'essaye de faire toujours, et c'est toujours ce que j'ai véhiculé comme message quand je donne des cours, encore aujourd'hui, je dis toujours aux étudiants, alors attention, il faut trouver le juste équilibre entre ce qui devrait être fait idéalement et ce qui peut être fait en pratique. Ce qui est important, c'est que ce que je recommande aujourd'hui à la personne, derrière, elle l'applique. Voilà, et donc il faut qu'elle adhère aussi quelque part à ce que je vais lui proposer. Si je lui propose quelque chose et que derrière elle va pas du tout l'utiliser parce que ça ne l'intéresse pas, qu'elle ne le souhaite pas, etc., je lui fais perdre du temps, je perds du temps aussi, et finalement, la personne, elle n'est pas bien prise en charge. Donc, c'est vrai qu'il faut toujours trouver un petit peu cet équilibre entre ce qui devrait être fait idéalement et puis ce qui peut vraiment être fait en pratique. C'est un exercice qui n'est pas toujours facile, parce qu'on a envie surtout quand on est jeune dans sa pratique, on veut tout proposer, on sait ce qui doit être fait, on voit tout de suite ce qu'on peut faire en aromathérapie, en phytothérapie, en micronutrition, l'hygiène de vie, etc. Et des fois, pour les patients, mais vous leur sortez, c'est une planète entière qui voit arriver là en pleine figure, c'est trop, c'est pas possible. Si vous leur dites alors, on veut plus qu'eux en réalité, très souvent. Exactement, tout à fait. Et il faut savoir trouver ce juste équilibre. Et c'est pas facile. Parfois, il faut céder sur certaines choses qui vont entre guillemets à l'encontre de nos convictions. Quand on leur explique que les 2 litres de soda très sucré par jour, faut arrêter, et qu'ils vous disent non mais ça je peux pas, etc. Il faut accepter de faire. Alors bon, de 2 litres, on passe à 1,5 litre, et qu'est-ce qu'on peut faire en plus, vous voyez? Et c'est pas facile en tant que praticien. Il faut il faut trouver le juste équilibre. Il faut pas, je pense qu'il faut faire preuve de patience, d'écoute aussi, et puis il faut expliquer. Il y a quelque chose qu'on ne fait pas assez, c'est expliquer aux personnes le pourquoi du comment, pourquoi je vous recommande ça. Voilà, comme vous le disiez, Sonia, j'essaye de rendre les gens plus acteurs de leur prise en charge, je leur explique. Je fais exactement la même chose quand je fais des consultations d'anesthésie, par exemple, où là, il n'est pas du tout question de phytothérapie. J'explique les choses aux gens, ce qu'on va faire, comment, qu'est-ce qu'on met, comment ça marche, avec des mots simples, mais parce que je pense que c'est important d'expliquer aux gens. Ils vont comprendre une certaine partie des choses, ils vont en retenir, ils vont en oublier d'autres. C'est pas grave, on est là pour répondre à leurs questions. Voilà, et puis bon, je vais toujours considérer aussi que j'aimerais pas qu'on me dise écoutez, c'est comme ça, vous faites ça, et puis voilà, il faut être à l'écoute. Il faut faire preuve de compréhension, de patience, il faut mettre les gens en confiance. Il faut les écouter aussi sur leurs difficultés, ils ne peuvent pas tout changer. Et souvent, l'aromathérapie, c'est quand même bien accepté parce que, il faut dire ce qui est l'aromathérapie, c'est quand même efficace. On a tous expérimenté pour diverses problématiques. On a encore une fois de la data scientifique, on a des molécules sur lesquelles on peut s'appuyer. Donc vraiment, on a du résultat. Donc même quand la personne ne connaît pas, vous dit moi je n'y crois pas, qu'est-ce que c'est, etc. À partir du moment où elle l'utilise, elle voit qu'elle a des résultats, on explique les choses, et donc très souvent ça fait un peu effet boule de neige. Ensuite la personne elle entre dans sur le chemin finalement de l'aroma, elle va l'utiliser pour d'autres problématiques. Ça me fait penser, docteur Martina, quand vous dites que ça vous prend, qu'effectivement c'est important d'avoir l'approbation du patient. Je me rappelle une conversation qu'on a eue ensemble concernant une recommandation lors de rougeur, par exemple, après un traitement de radiothérapie, par exemple, où vous aviez proposé une huile essentielle, en l'occurrence le niaouli, qui a une molécule de la famille des sesquiterpénols qui peut être œstrogène-like. Dans l'état actuel des études, c'est la précaution à prendre, c'est que c'est une molécule qui mime potentiellement l'œstrogène dans le corps humain, et que lorsque vous recommandiez cette huile essentielle, les gens allaient directement voir ce qu'il en était et refusaient de l'utiliser même après l'avoir acheté. C'est ça le problème aussi, c'est que, le problème, c'est bien parce qu'on a accès à énormément de connaissances sur Internet, les livres, etc. Et maintenant, les patients, les individus, ils sont toujours dans une sorte un peu de logique on recommande quelque chose et derrière, ils vont vérifier, ils croisent, etc., les informations. Et donc moi j'ai eu cette problématique-là parce que l'huile essentielle de niaouli, elle est utilisée en post-radiothérapie pour la problématique de cicatrisation, de brûlure, ce qu'on appelle les radiodermites.
avec une efficacité qui est très intéressante. La problématique, comme vous l'avez dit très justement Sonia, c'est que elle a des propriétés oestrogènes-like. Et donc finalement, je me retrouve avec des patientes, notamment dans tout ce qui est problématique cancérologie, sein, etc., qui finalement ne l'utilisaient pas. Donc, il est certain qu'il n'est pas pertinent de continuer à la recommander, alors même qu'après, les patients, par exemple, l'achètent, elles ne vont pas s'en servir, etc. C'est pas du tout adapté. Donc, c'est pour ça qu'il faut trouver un petit peu ce juste équilibre, bien chercher l'adhésion de la personne et vérifier que elle va pouvoir utiliser le protocole qu'on lui a recommandé sans crainte et sans doute. Alors, c'est vrai que dans l'état actuel de la littérature scientifique, on n'a quand même aucune donnée qui nous ait montré que l'utilisation, par exemple, de l'huile essentielle de Miaouli posait un problème sur le risque de pathologie hormonodépendante, de cancer hormonodépendant, etc. Mais c'est le principe de précaution qui prévaut, et c'est vrai qu'on a tendance alors à l'éviter dès l'instant où on se retrouve dans une situation où la personne a eu présenté, par exemple, un cancer hormonodépendant. Voilà, c'est le principe de précaution qui prévaut. On peut en parler pendant des heures. Moi, personnellement, je pense que de l'utiliser en application locale, de façon ponctuelle, en plus, on est quand même sur des dosages qui sont assez faibles, le risque est quand même très très faible. Encore une fois, on n'a rien dans la littérature scientifique qui ait prouvé une problématique. Pour autant, on fait valoir le principe de précaution, et puis finalement, on a à notre disposition, dans notre arsenal, c'est ça la richesse de nos huiles essentielles, d'en avoir d'autres qui peuvent agir de façon similaire, semblable, par exemple sur les problématiques de radiodermite, des brûlures post-radiothérapie, la lavande vraie, le titri par exemple, des huiles essentielles qui sont cicatrisantes et qui vont pouvoir être utilisées par nos patients et nos patientes sans risque finalement, et là on va avoir une très bonne adhésion des personnes qui vont l'utiliser. Donc voilà, c'est ce jeu un peu d'équilibre, trouver l'équilibre entre ce qui devrait être fait ou ce qui pourrait être fait idéalement et ce qui peut être fait en pratique finalement. C'est notre travail aussi. Si on pense à une autre huile essentielle, Dr Martina, je pense par exemple à l'huile essentielle de carotte qui est aussi très riche en molécules de la famille sesquiterpénol. La carotte, l'huile essentielle de carotte, ça fait partie un petit peu de ces huiles essentielles qui ont un tropisme, c'est-à-dire qui ciblent une sphère, un organe, et c'est le cas puisque là, avec elle, on va pouvoir travailler sur la sphère hépato-biliaire en particulier. C'est une huile essentielle qui est régénérante, qui est protectrice au niveau de la sphère hépato-biliaire. Donc moi, je la trouve très pertinente dès l'instant où on est dans une situation où on a une personne qui a une fragilité un petit peu au niveau du foie, en particulier une stéatose hépatique. Ça, c'est je dis le mal du siècle, et j'exagère peut-être un petit peu, mais quand même, on le voit avec l'explosion du diabète, avec l'explosion du surpoids, par exemple. On a de plus en plus de diagnostics de stéatose hépatique qui sont posés. Et donc, on a vraiment besoin d'avoir un arsenal de soins adaptés pour cette problématique-là. Et on peut vraiment s'appuyer finalement sur notre huile essentielle de carotte. Donc, elle est vraiment très intéressante dans cette sphère-là. Et puis après, la carotte, elle a aussi une cible sur la sphère cutanée, puisqu'on s'en sert beaucoup pour la cicatrisation, pour la régénération cutanée, pour l'anti-âge aussi. Donc, c'est sympa, on peut faire d'une pierre deux coups, on se soigne de l'intérieur et de l'extérieur avec huile essentielle de carotte. Oui. Donc, en réalité, ce que vous dites, c'est que ce serait une huile essentielle, Dr Martina, qui serait favorable lors d'une détoxication. Parce que si on parle donc du foie, on parle de régénérescence cellulaire. Évidemment, ça me semble plus que pertinent. Est-ce qu'il y a une façon de l'utiliser que vous préconisez dans le cadre, par exemple, d'une détoxication? Alors, si on veut travailler sur la sphère hépato-biliaire, que ce soit à visée un peu protectrice ou détoxification, l'huile essentielle de carotte, on va l'utiliser plutôt par voie orale. Donc, on va la diluer dans un support.
un peu d'huile d'olive par exemple, c'est intéressant. Et si on veut travailler plutôt sur la sphère cutanée, on va pouvoir l'utiliser en application locale directement. Alors évidemment, on va avoir un effet de la voie orale sur la sphère cutanée aussi, hein, et l'inverse est vrai aussi parce que on le sait très bien, nos huiles essentielles, elles ne restent pas au niveau de la peau, elles traversent la barrière cutanée. C'est le petit atelier amusant où les personnes qui ne connaissent pas les huiles essentielles, par exemple, on prend un eucalyptus, on leur en met un petit peu sur la plante des pieds, puis rapidement, quand elles respirent, en quelques secondes, on a l'huile essentielle d'eucalyptus qui ressort. Et donc, c'est amusant et c'est aussi bien le témoin de à la fois l'efficacité, puisqu'on a un passage systémique de notre huile essentielle, la toxicité potentielle aussi. C'est pour ça qu'il faut attention, hein, c'est pas parce qu'on utilise une essentielle sur le petit orteil qu'il n'y a pas un risque, par exemple. Voilà, ça c'est des choses à garder en tête. Mais oui, notre huile essentielle de carotte, par voie orale très bien adaptée, dès l'instant où on va faire un travail vraiment en profondeur sur la sphère hépatobiliaire, à visée protectrice, détoxifiante, etc. Et ne pas hésiter à l'utiliser aussi en application locale pour faire un travail de régénération cutanée, pour la cicatrisation aussi, voilà, pour l'effet un peu anti-âge, prévention du vieillissement, antioxydants, etc. C'est quand même très intéressant et on a une très belle efficacité. Alors, on va terminer cette fois-ci avec une huile qu'on retrouve moins souvent. Je pense par exemple au santal, qui est également très riche en molécules de la famille des sesquiterpénols. Oui, le santal contient une très belle proportion de santalol. C'est une huile essentielle qui est un peu plus confidentielle, que les gens ne connaissent pas forcément. C'est dommage parce qu'elle est très intéressante. C'est une excellente tonique, tonifiante, avec une cible sur la sphère cardiaque et cardiovasculaire. On dit d'ailleurs très souvent qu'elle est tonique cardiaque. Donc moi, je la trouve très pertinente à partir du moment où j'ai une personne qui est un tempérament un peu, nous on dit un tempérament un peu lymphatique. La personne qui est un peu molle, qui en plus vous dit, moi je fais facilement des malaises vagos, je tombe dans les pommes ou je tombe pas vraiment dans les pommes mais je me sens rapidement pas bien. Voilà, c'est cette personne qui manque un peu de tonicité, qui est entre guillemets un peu molle, si je puis dire. Là vraiment, on peut travailler avec notre santal blanc parce qu'on va avoir à la fois son effet donc tonifiant général et puis aussi un petit peu tonique cardiaque. Cette personne qui a tendance, comme je disais, à faire un peu les malaises vagos, là on va stimuler un peu la sphère cardiovasculaire, on va accélérer un petit peu le rythme cardiaque, on va apporter un effet un petit peu coup de fouet sans que ce soit trop brutal, et c'est là tout l'intérêt, sans que ce soit un stress entre guillemets pour l'organisme, parce que c'est absolument pas ça qu'on veut faire. Il faut pas passer du tout blanc au tout noir ou vice versa. C'est ça aussi l'intérêt des huiles essentielles, c'est qu'elles ont quand même un effet qui parfois est très puissant, mais qui reste quand même adapté. Et donc là, avec notre santal, on va vraiment apporter de la tonification, la remettre un peu sur pied, la remettre en avant et surtout lui redonner envie aussi d'aller de l'avant finalement. Et en plus, elle est décongestionnante, toujours veineuse lymphatique. Donc, c'est toujours ces personnes qui passent la journée sans trop bouger. Donc, très souvent, on a aussi cette part d'insuffisance un peu veineuse, les jambes lourdes, etc. Mais en même temps, je ne fais pas grand-chose, mais j'en ai plein les pattes. Voilà, donc là, elle est très intéressante et on a de très bons résultats. Et en plus, elle a une fragrance qui est quand même très agréable, qui par expérience, je trouve, plaît quand même assez facilement. Finalement. Avec toutes ces huiles essentielles qui sont riches en molécules de la famille des sesquiterpénols, qui sont potentiellement œstrogènes-like, est-ce qu'il y a des recommandations particulières que vous aimeriez faire à ce stade-ci qui s'appliqueraient un peu à chacune de ces huiles essentielles dont on vient de parler? C'est vrai que c'est une grande question, cette problématique de l'effet œstrogène-like. Il est vrai qu'actuellement, quand on regarde l'état actuel de la littérature scientifique, on n'a aucune donnée qui nous ait montré que l'utilisation de ces huiles essentielles exposée à un risque particulier, par exemple de développer une pathologie cancéreuse hormonodépendante. Dit de façon plus claire, aujourd'hui, on n'a aucune donnée qui nous montre que utiliser ces huiles essentielles nous expose par exemple au risque de cancer du sein, qui est un cancer hormonodépendant. Pour autant, c'est vrai que le principe de précaution fait que quand on a des antécédents de cancer hormonodépendant, quand vous regardez les livres, les revues, les magazines sur Internet, etc., on voit écrit partout que ce sont des huiles essentielles qui ont une composante œstrogène-like, donc il ne faut pas les utiliser en cas d'antécédent de cancer hormonodépendant.
Personnellement, je pense que de les utiliser de façon ponctuelle pour une problématique de santé donnée, par voie locale, à des doses raisonnables, je pense que ça n'expose pas plus que de manger à l'occasion du soja quand on est invité chez des amis, par exemple, dans l'alimentation, sur le risque de pathologie de cancer hormonodépendant. Mais c'est vrai que le principe de précaution prévaut. Alors, on a tendance à recommander, entre guillemets, de ne pas les utiliser dans ces situations-là. Je pense personnellement que la richesse des huiles essentielles qu'on a actuellement fait qu'on a aussi des alternatives qui ne sont pas nécessairement des solutions dégradées. On a d'autres huiles essentielles qu'on peut utiliser en toute sécurité. Et donc, je pense que c'est une bonne option à prendre. Le temps peut-être qu'on continue à avancer un peu dans la recherche et que vraiment on trouve l'innocuité totale de cette composante œstrogène-like en cas d'antécédent de cancer hormonodépendant. Après, c'est ma position personnelle. Je ne prétends pas détenir la vérité unique, etc. C'est beaucoup de suppositions aussi. Voilà, c'est mon avis sur la question. Alors, on est déjà rendu à la fin de notre rendez-vous Phyto-Aroma. Docteur Martina, un grand merci pour votre présence, pour vos connaissances, pour ce beau partage que vous avez fait ce matin avec tous nos auditeurs, nos auditrices. Un grand, grand merci. Vous avez vraiment fait ressortir d'abord les propriétés circulatoires, veineuses et lymphatiques de nos molécules de la famille des sesquiterpénols, mais aussi vous avez parlé de molécules qui étaient cardiotoniques, de molécules qui étaient régénératrices pour les cellules du foie, par exemple. Alors, ce sont bien des belles propriétés que moi j'appelle super puissantes de nos super-héros, les molécules de la famille des sesquiterpénols. Alors, un grand, grand merci à vous. Merci beaucoup, Sonia, pour votre invitation. Avec plaisir. Au cours de notre prochain rendez-vous Phyto-Aroma, on aura l'occasion d'inviter à nouveau l'infirmière Catherine Maranzana, qui elle aussi va venir nous entretenir de la place qu'occupent les huiles essentielles riches en molécules de la famille des sesquiterpénols dans le soin auprès des patients pour améliorer leur confort, leur mieux-être, par exemple, à l'hôpital de Colmar en Alsace. Alors, un grand merci à tous pour votre écoute. Merci d'être avec nous. Mais sincèrement, ce sont des moments précieux de connaissance et d'intégration. Docteur Martina, merci infiniment. Sonia Blondeau, merci infiniment. Merci à tous et on se dit à très vite tout le monde. Au revoir. Bye bye. Si vous avez aimé ce rendez-vous Phyto-Aroma, favorisez sa diffusion en cliquant j'aime ci-dessous. Et surtout, en vous abonnant à ma chaîne YouTube Les Molécules Amusantes pour avoir accès à toutes les capsules gratuitement. Vous pouvez également vous procurer le livre Les Molécules Amusantes quand découvrir la science des huiles essentielles devient un jeu en vous adressant aux endroits indiqués ici. Un grand merci tout particulier à mon partenaire Dominique Paradis et à Biolistics, une école engagée qui propose des formations en santé globale basées sur les fondements solides de connaissances en naturopathie, en homéopathie et en aromathérapie afin d'aider à faire des choix judicieux et d'ouvrir la voie vers une santé optimale. Les rendez-vous Phyto-Aroma, des capsules qui donnent une voix à la nature.